Chers petits amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous raconter une belle histoire. Alors, accrochez vos ceintures, ça va saigner. Il était une fois sous l'océan une petite sirène. Ses parents, le roi Triton et la reine Morue, qui quotidiennement subissaient le flot des déchets rejetés par l'humanité, l'avaient appelée Ariel en hommage à un baril de lessive qui était un jour venu s'échouer sous les fenêtres de leur palais sous-marin, car, après tout, même les choses les plus désagréables ont parfois un joli nom. Bien que nommée en l'honneur d'un détritus, la petite Ariel était une très jolie jeune fille. Enfin, aussi jolie qu'on puisse l'être quand on a une queue de poisson et qu'on sent le merlu. Disons que, selon les critères esthétiques d'un autre être mi-humain, mi-poisson, elle était plutôt pas mal. Trop, hélas. Ce qui la rendit plutôt vaniteuse et imbue d'elle-même, rejetant tous les autres prétendants qui lui firent la cour sous prétexte qu'il n'était pas assez bien foutu à son goût. Elle passait le plus quart de son temps assise sur un rocher en bordure de côte à peigner ses longs cheveux rouges en se mirant dans l'eau avec un narcissisme que l'on ne rencontre guère que chez BHL ou Nicolas Sarkozy. Preuve qu'il n'est pas toujours nécessaire d'être beau pour être con. Un jour qu'elle hésitait entre se faire des anglaises ou un chignon banane, elle vit passer sur le rivage, accompagnée de son entourage de sycophante, un homme beau à tomber par terre, se pavanant avec une indolence princière des plus maniérées. C'était le prince charmant. Prénom très con s'il en est, mais que voulez-vous, on ne choisit pas ses parents. Et puis, quand on porte le nom d'un paquet de lessive, on peut guère faire la fine bouche sur le patronyme des autres. Autant ses vêtements avec grâce, avant d'exhiber son corps parfait à la musculature avantageuse, sans être pour autant outrancière, le prince fit la route tel un pan en maillot de bain devant sa cour d'admirateurs, qui l'imitèrent et en firent de même, non sans avoir auparavant roucoulé d'admiration devant la plastique de son Altesse. Témoin de ce spectacle, la belle Ariel fit un bruit de gorge peu élégant, mais qui en langage sirène voulait dire « Oh putain le mec !» Dévorant des yeux le précieux Adonis à la pomme dorée, elle ne put s'empêcher d'être saisie à la vue des jambes finement galbées du jeune homme, admirablement musclé et à la pilosité du plus bel effet. C'étaient là deux appendices qui éveillaient en elle autant de curiosité que de désir. Non content d'être beau comme un camion, bien plus que tous les jeunes gens de son âge et de sa condition, cette paire de jambes et le paquet gonflant son string lui donnaient un charme exotique qui la fit tomber raide dingue de lui dans la seconde. Et étant très superficielle, elle décréta qu'elle était amoureuse de lui pour la vie et qu'ils se marieraient et vivraient heureux éternellement ensemble. C'est toujours comme ça dans les contes de fées. L'amour n'est qu'une question de beauté et de rang social. Le reste, on s'en fout. Pendant que le prince et sa suite se mouillaient frileusement avant d'entrer dans l'eau claire de l'océan, qui malgré la saison était plutôt frisquette, la belle Néréide plongea dans l'eau au mépris de sa chevelure qu'elle allait dépeigner, afin de nager le plus discrètement possible auprès du mystérieux et bel inconnu qui mettait sottement son cœur en émoi. Après s'être suffisamment trempé pour s'habituer à la froideur de l'eau, le prince fit à tous la démonstration de ses talents de nageur olympique sous les applaudissements et les vivas fournis de ses parasites mondains en se lançant dans un crawl ostentatoire. Et mal lui en prit, car une fois à bonne distance du large, il fut pris d'une formidable crampe à la jambe gauche qui menaça de lui coûter la vie. Se débattant frénétiquement, le bruit des vagues couvrant ses cris, le prince gesticula disgracieusement vers ses adorateurs qui applaudirent bêtement les pitreries du prince, voulant flatter l'humour de l'héritier du trône qui faisait semblant de se noyer. Ariel, qui, bien qu'elle se rinçait l'œil, ne manquant rien du spectacle du corps de l'effet royal, vit que quelque chose clochait dans le tableau. Lorsque le prince but la tasse et coula comme une pierre dans l'onde, semblant miraculeusement venir la rejoindre, elle se dit que la situation prenait un tour critique. Bien que, n'étant pas très fut-fut, mais ayant tout de même 2 doigts de sens commun, elle savait que les êtres terrestres avaient plutôt du mal à respirer sous l'eau. Oubliant toute prudence voyeuriste, elle s'élança vers son prince adoré, et, l'agrippant, non sans trouver au passage qui était encore mieux vu de près et décidément très bien gaulé, l'emporta en 2 coups de nageoire en direction d'une crique toute proche où elle pourrait le déposer en sûreté sans risquer d'être vue. Le propulsant hors de l'eau, elle l'échoua sur la rive tout en restant le plus possible immergée, ce qui ne fut guère aisé et fort pâteau. Dévorant des yeux le prince inconscient, elle fut prise d'une irrésistible envie de lui rouler un gadin en le tripotant un peu, ce qu'elle fit d'un instant, estimant que tout sauvetage méritait récompense. Même si c'était un tout petit peu du viol. Heureusement pour le prince, la donzelle aquatique ne connaissant rien des baisers faits à la surface, elle lui souffla dans la trachée une bonne bouffée d'air qui lui fit dégobiller au visage de sa sauveteuse un grand bol d'eau de mer glaireuse dans un sonore bruit de haut-le-cœur. Rebutée, cette dernière cessa ses attouchements et considéra le mufle avec un regard de surprise outré, trouvant que la blague était plus que grossière et malvenue envers quelqu'un qui venait de vous sauver de la noyade. Même si cette personne avait les mains plutôt baladeuses. Le prince, groggy, reprit lentement ses esprits et se retrouva nez à nez avec la plus belle jeune fille qu'il eût jamais vue, et, plein de gratitude, lui balbutia des mots qu'elle ne comprit point étant donné qu'elle ne parlait pas un traître mot de sa langue. Elle discerna tout de même dans le ton l'intention de son propos, et lui sourit en retour avec un air radieux mais tout à fait niais. Avant que le prince ne pût en dire plus, elle disparut d'un bond dans l'eau afin de couper court à cet échange peu fructueux et préserver son mystère. Le prince, se demandant s'il avait halluciné une magnifique jeune fille sentant le merlu du pied à la ronde, se remit de ses émotions et se dit que c'était sûrement dû à un choc post-traumatique et se dirigea en claudiquant vers la plage où son entourage imbécile commençait à s'inquiéter un brin. De retour auprès de ses parents, Ariel, consumée d'amour, ne pensait plus qu'à son beau prince, se traînant partout dans le palais avec cet air affecté que les adolescentes arborent pour montrer à tout le monde qu'elles sont malheureuses. Au bout d'un mois, son père, trouvant que la plaisanterie avait assez duré, la convoqua et lui dit sans embâche que ça commençait à suffire et qu'elle cassait les nageoires à tout le monde. Elle lui répondit en geignant qu'elle était amoureuse, qu'il ne pouvait pas comprendre, et que sa froideur d'âme envers son chagrin était bien la preuve que personne ne l'aimait, et que si c'était comme ça, elle saillader les bras qu'à couvert de boîte de conserve et qu'il serait bien avancé après. Se retournant de lui coller une danse pour lui apprendre à causer meilleur à son père, ce dernier fit l'effort de lui demander de qui elle était donc tant amoureuse pour être ainsi désagréable. Elle se répandit alors en platitude sur les luttes de son cœur, lui expliquant à quel point il était beau, et très certainement riche, et très beau, et puis aussi très beau.
Son réel géniteur lui demanda quel était son nom et celui de ses parents, espérant obtenir de plus tangibles détails, et elle lui répondit avec son radieux sourire niais qu'elle n'en avait aucune idée, mais qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, bien qu'il habitât à la surface. À ces mots, son père lui colla la torgnole qui s'était retenue de lui mettre jusque-là, et l'envoya dans sa chambre en lui hurlant que jamais sa fille n'épouserait un humain. Elle s'enfuit dans un torrent de sanglots en le traitant de gros raciste. Étant donné qu'il est plus facile de s'enfuir par une fenêtre quand on vit sous l'eau qu'à la surface, la princesse courroucée fit le mur par celle de sa chambre en se jurant que rien ne pourrait la séparer de son bien-aimé. Tout à son désespoir, elle s'en fut quérir l'aide de la maléfique sorcière Ursula qui vivait en exil dans une sombre caverne à la frontière du royaume de son père, à cause d'une malheureuse histoire de coup d'état. Elle était persuadée que la dite sorcière était la seule personne qui saurait trouver une solution à ses problèmes, tant il va de soi que quand on est dans la merde, autant demander à la personne la plus dangereuse qu'on le connaisse de vous en sortir. Je vous avais prévenu, elle n'était pas très fut-fut. La sorcière, se frottant les mains à l'idée de pouvoir jouer un sale tour à la fille de son ennemi juré, lui assura d'une voix mielleuse qu'elle savait exactement quoi faire pour exaucer son vœu le plus cher. Elle lui donna un flacon contenant une substance louche et lui expliqua la marche à suivre. Elle devrait se rendre sur le rivage et là, boire le contenu de la dite fiole d'un trait. Elle se transformerait alors en bipède, pourrait respirer à la surface indéfiniment et parler la langue de ses habitants. Mais comme aucun maléfice sur mesure ou tout bon contrat de vente qui se respecte ne vient jamais sans caveat, le charme n'opérait que pendant 3 jours et que pour cela elle devrait rester muette. Au premier mot qui sortirait de sa bouche, elle reprendrait immédiatement sa forme originelle. En revanche, si avant le coucher du soleil du 3e jour, son prince scellait leur union d'un baiser, elle pourrait vivre définitivement à la surface et rebattre les oreilles de son époux de tous les âneries qu'elle voudrait. Ne se sentant plus de joie, elle remercia la sorcière, qui lui sourit avec l'air mauvais quelqu'un qui sait que sa sale blague va faire son effet, et elle s'enfuit vers la surface bien décidée à vivre son bonheur au grand air en gambadant comme une gourde au bras de son chéri. Une fois sur le sable, elle but l'infâme potion en se disant que si c'était si mauvais, c'est que ça ferait effet. Elle se transforma aussitôt en humaine et se retrouva de surcroît le berlingot à l'air, ne portant pour tout vêtement que son soutien-gorge en coquille Saint-Jacques. Ça allait faire plutôt désordre dans le grand monde. Avisant sur le sable les vêtements d'une baigneuse insouciante s'ébattant dans les vagues, elle rampa vers eux et les faucha sans remords avant de les revêtir le plus vite possible. Fière de son ingéniosité mais ignorante du fait qu'elle s'était habillée devant derrière, elle partit d'un pas confiant vers l'intérieur des terres en se cassant la gueule tous les 2 pas, peu habituée qu'elle était à la marche à pied. Un peu plus loin, couverte de bleu, elle tomba au sens littéral du terme sur son prince bien-aimé. Heureusement que le destin et les narrateurs paresseux réunissent bien vite les amoureux. Le prince, surpris se débattant sous Paul Labelle, la regarda éberlué et reconnut en elle ce qu'il avait, croyait-il, pris pour une apparition poissonnière et se répandit en louange des remerciements. Cramoisie de joie, Aria gesticula pour faire comprendre qu'elle ne pouvait parler et le prince, la croyant sourde muette, lui hurla inutilement « Merci !» dans les oreilles. Gesticulant de plus belle, elle lui fit comprendre qu'elle n'était pas sourde. Ces deux-là n'étaient décidément pas sortis de l'auberge. Le prince lui demanda alors où elle habitait, se proposant de l'y raccompagner et de lui tenir compagnie chemin faisant. Elle lui répondit d'un haussement d'épaule qu'elle espérait signifier nulle part. Comprenant que la jeune fille était sans domicile fixe et de surcroît simplette à la vue de sa façon de s'habiller, il proposa de l'accompagner au château pour la remercier de son aide et lui rendre l'appareil. Là, on lui donna une chambre et l'habilla correctement tout en la traitant avec la condescendante bienveillance que l'on prodigue aux indigents et aux demeurés dans les bonnes familles chrétiennes. Passant le plus clair de son temps à coller aux bases de son adoré, elle essaya sans relâche de faire progresser la situation vers le baiser qui scellerait leur destin et les ferait vivre un bonheur éternel et sans tache. Elle dut se rendre à l'évidence qu'elle s'y prenait mal, car bien qu'il fût adorablement gentil avec elle, il la traitait plus comme une amie que comme une future conquête. Voyant le temps tourner avec impatience, elle essaya d'être moins discrète mais sans effet. Charmant, fidèle à son patronyme, était d'une courtoisie et d'une gentillesse sans faille, mais ne lui comptait toujours pas Fleurette et préférait discuter avec elle, tout content de trouver quelqu'un prêt à l'écouter sans l'interrompre lorsqu'il lui déversa toutes ses préoccupations et tracas quotidiens. N'y tenant plus, le coucher du soleil du 3e jour approchant, elle se jeta sur lui et commença à le plotter franchement pour qu'il comprenne clairement de quoi il retournait. Il la repoussa poliment en rougissant et, l'air gêné, lui expliqua qu'il y avait déjà quelqu'un et n'était pas intéressé par les femmes. Comprenant alors que son prince était pédé comme un phoque, elle s'écria « Merde alors !» et se retransforma sur le champ en créature mi-femme mi-dorade. Elle passa le reste de ses jours dans un aquarium, exposait à la curiosité des badauds pour le prix de 2 pièces d'or la visite, dans une foire aux monstres. Elle eut tout le reste de sa pitoyable vie pour comprendre que les apparences sont bien souvent trompeuses, que les amours superficiels vont toujours droit dans le mur, et que de devenir quelqu'un d'autre dans le vain espoir d'être aimé vous fout immanquablement dans la merde. Aucun prince en string ne vaut une vie captivité. Comme le dit la sagesse populaire qui n'a pas inventé l'eau tiède, même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Alors on va se quitter comme ça, comme des cons au café d'en bas. Et c'est déjà la fin de cette émission diffusée, puis rediffusée un vendredi midi sur 2 sur Campus FM. Si vous voulez participer au prochain enregistrement en public de Tetris, nous vous donnons rendez-vous le mercredi 21 mars à 21h30 à Maison Blanche, 10 rue Arnaud Bernard. En attendant, vous pouvez à nouveau réécouter toutes les émissions sur le blog tetrislémission.blogspot.fr, enfin mise à jour par PH, l'homme qui parlait à l'oreille des claviers, et continuez de nous suivre toujours plus nombreux sur la page Tetris l'émission de Facebook. Merci à vous, public
simples et funky et à Maison Blanche pour son toujours bon accueil. Des caresses sur vos fesses, des bisous sur vos coups, des baisers sur vos nez, des léchouilles sur vos petites bouilles, des poutous partout sauf au deuxième tour et à bientôt. Ouais.